Salut, c'est Pierre Amiche. Aujourd'hui dans Rugby Brut, le podcast de Legendary Plays, un garçon qui incarne à lui seul la détermination. Son parcours, c'est celui d'un joueur à qui le rugby a parfois dit non, mais qui, à force de travail, de remise en question, de courage, a su forcer son destin. Flo Ninard a connu les plus belles choses dans le rugby. L'ambiance incandescente de certains stades comme de Flandre, les finales, les victoires, mais surtout les amitiés et les émotions. Les siennes et puis celles qu'il a fait vivre au public de La Rochelle, de Grenoble ou d'ailleurs. Et parce qu'il est particulièrement lucide sur le chemin qu'est le sien, y revenir avec lui a été très agréable. Alors sans plus attendre, c'est Rugby Brut avec Florian Ninard, un homme déterminé. Et aujourd'hui dans Rugby Brut, Florian Ninard. Salut Flo! Salut Pierre, comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt bien. Je suis très impatient, assez excité en fait, pour tout te dire, à l'idée de revenir sur ta carrière. Parce qu'il y a plein de trucs que je sais pas, en dépit du fait que je te connais depuis quelques années maintenant. Donc, je suis ravi déjà de t'avoir dans l'émission. Et puis, je suis encore plus content de pouvoir faire ton interview. Est-ce que t'es un peu angoissé à l'idée de rebalayer comme ça à peu près 20 ans de ta vie? Angoissé, non, il faut que ma mémoire ne me fasse pas défaut, c'est ça le plus dur, mais non, bah, je crois qu'en vieillissant, on se rappelle des très bons souvenirs, et on oublie les mauvais, donc on a quelques flashs qui nous reviennent comme ça, et c'est cool. Bah, on va repartir loin en arrière, parce que Flo, t'es Gersois, tu vas naître à Toulouse, mais tu vas grandir à l'ouest de la ville Rose, du côté de l'île Jourdain. Ça ressemble à quoi, l'enfance de Pitchoun? Ah, ça ressemble à une enfance dans le Gers où les garçons font du rugby et les filles du basket. On est 12 petits cousins, famille de rugbymen. Mon oncle Serge Lahire a joué au Stade Toulousain. Il a entraîné le stade avec Guinoves. On est dans cette génération-là. On est dans cette culture de tradition où on mange tous les samedis midi ensemble et on va au rugby l'après-midi au tournoi entre cousins. Donc on passe beaucoup de temps à créer des liens familiaux et des liens amicaux au bord des terrains de rugby forcément. Donc voilà. Et puis les filles au basket c'est ça. On mange bien aussi dans le Gers, donc on fait des beaux poulets comme moi, plutôt costaud, avec le canard et du coup voilà, ça donne des bonnes valeurs familiales et des très bons souvenirs aussi. Tu vas démarrer, tu l'as dit, le rugby assez tôt, hein, parce que c'est presque une tradition familiale. Tu vas commencer à l'âge de 7 ans. J'imagine que c'est pas spécialement tes parents qui te poussent, c'est comme tu l'as dit, l'univers qui est un peu autour. Euh, Tu prends du plaisir tout de suite, tu te rappelles qu'à 7 8 ans, tu kiffes, comme on dit, ou c'est un peu dur au début? Ouais, non, non, au contraire. J'étais très actif. Je faisais trois sports en même temps. Le mercredi était un marathon. J'étais dans la partie judo, tennis. On était tous aussi dans une école de musique, donc on jouait tous des instruments. Donc on a grandi là-dedans et très tôt, j'aimais beaucoup le ballon et en fait je le lâchais pas. J'avais la caractéristique de pas faire une seule passe. Ça a pas trop bougé avec mon carrière de joueur, hein. C'est pour ça qu'on m'a vite mis à l'aile, je crois, mais j'aimais bien avancer. Et moi, j'avais compris un truc, c'est que il fallait pas se faire attraper, donc j'avançais pas dans le sens tout droit, j'avançais en faisant des zigzags. J'allais de la touche à la touche et je finissais par aller marquer. Mais c'était ça les tournois, et c'était cool, c'était l'ambiance, c'était les sandwichs, saucisses merguez, les frites, tu vois, tout ça, c'est des très très bons souvenirs. Ouais, moi, je me rappelle du 4 quarts Oasis. C'était le Ah ouais, goûter, 4K, ouais, ouais, c'est c'était vrai. le Notre goûter génération. traditionnel. Ouais. Ouais. C'est celle où il fallait pas être le dernier à boire l'Oasis parce qu'il y avait plus que du 4 quarts au fond, quoi. C'était la zone rouge, celle-là. Fallait pas être le dernier. Au club de Lille, hein, de l'île Jourdain, t'es de la même génération que Karim Ghezal. J'ai découvert ça, je savais pas du tout. Euh, Ouais. et tous les deux, vous allez suivre un peu le même parcours. Bon, il faut dire que c'est le parcours traditionnel quand on vit dans la grande banlieue toulousaine. C'est pas faire offense au Gers que de dire que bah, vous êtes quand même pas très loin de Toulouse. Et tu vas suivre le parcours classique, logique presque. À 17 ans, tu vas quitter l'USLR pour le géant toulousain, le voisin. Comment ça se passe ton intégration au club? Parce que Toulouse, c'est quand même, c'est pas facile. Bah, moi, j'avais une affinité très particulière avec Toulouse de par Serge, qui les a entraînés et qui a connu des très belles années de gloire, notamment les années 95, avec les quatre Mythique, titres,
première Coupe d'Europe. Je vivais dans ce vestiaire avec mon cousin Jérôme très tôt, en fait, de l'âge de 13 14 ans. Les après-matchs, c'était avec Kali, avec Castagnède, avec Delo, avec Ntamak. Donc, c'était tous ces mecs-là. Quelque part, c'était je me souviens plus des odeurs et quelques images comme ça que des discussions ou de ce qui s'est passé, mais plutôt les odeurs d'huile qu'ils mettaient à l'époque, les odeurs de strap d'après-match, les odeurs de la pelouse hachée quand il y a les sorts de victoire au Stade Denier. Donc tout ça, ces moments-là, c'était cool. C'était des moments importants qui ont forgé mon enfance. Et donc du coup, quand je décide d'aller au Stade Toulousain, c'est pour une raison. En fait, je devais partir l'année d'avant pour ma première année de terminale, je suis pas parti parce que j'avais les copains, j'avais la famille à Lille et j'ai pas bougé. Et en fait, je rate mon bac S, et frustré, l'ego touché, je dis bon allez, je me casse. Je redoublerai pas ici, c'est sûr. De toute façon, tous mes potes vont se barrer, donc. Et j'appelle mon oncle et je lui dis voilà, c'est cette année, je veux bien aller au stade. Et du coup, le stade était intéressé pour que je continue à venir. Et donc, du coup, j'intègre l'année Réchelle 1. Et donc Gravos comme ça aurait été le cas avant. Et je rentre à Jolibon sur le sport-études avec la condition sine qua non d'aller en études le soir pour réussir mon bac. Voilà, ça sera des moments incroyables. C'est là où je passe du temps avec Clément Poitrenaud, avec Fred Michalak et puis beaucoup d'autres joueurs qui feront carrière. Et ça, c'est des moments aussi pour construire les années avant d'être un véritable homme, puisque c'est avec la sagesse maintenant qu'on peut dire ça. Tu l'as dit, hein, ta génération, c'est une génération qui va être une des plus belles, probablement, de la formation toulousaine jusqu'à ces années plus récentes, avec deux têtes d'affiche, hein, Michalak et Poitrenaud. Dis-moi si je me trompe, moi j'ai le sentiment que c'est presque plus difficile de réussir au Stade Toulousain que d'y être recruté finalement. Cette marche-là, elle est vraiment immense ou on s'en fait un truc et en vrai c'est pas si dur? Non, 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 je pense que c'est un schéma élitiste. Et en fait, il y a, euh, il y a deux sentiments très marqués dans la formation toulousaine, je trouve, qui est unique chez elle. C'est que quand on rentre au Stade Toulousain, on adhère à une identité et à des valeurs sans qu'on nous en parle. On est projeté dans une sphère qui nous donne l'envie de réussir, qui nous donne l'envie de performer, qui nous donne l'envie d'être rugbyman professionnel. Il y a pas à hésiter là-dessus. C'est plutôt le fait de se trouver et de pas faire l'année de trop au Stade Toulousain qui peut être dangereuse. Moi, je l'ai vécu comme ça et j'ai eu la chance d'avoir Claude Debat qui était un des plus grands formateurs de joueurs de rugby pro, qui était directeur du pôle espoir du centre du sport études de Jolimont et qui a eu l'honnêteté de me dire quand j'ai été contacté par Bordeaux sur ma deuxième année Réchelle, je voulais rester au stade, je faisais partie avec Karim de ces peu de joueurs Réchelle qui restaient, qui étaient contactés qui étaient conservés par le stade. Je suis allé le voir, je suis allé discuter avec lui. J'avais pas les études qu'il fallait. Ma mère me poussait à partir à Bordeaux parce que j'étais pris à Bordeaux, mais pas en IUT à Toulouse. J'étais sur liste d'attente Claude me dit la chose suivante. Il me dit est-ce que tu veux être demain un joueur de rugby professionnel? Je lui ai dit, je me souviendrai de cette discussion je me suis souvenu toute ma carrière d'ailleurs. Je lui ai dit oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors tu dois partir du stade, parce qu'au stade tu ne le sauras jamais. Et c'était pas contre moi, c'était dirigé dans le sens où tu peux réussir ailleurs, tu auras plus d'opportunités et de chances de réussir ailleurs que de rester au stade toulousain où ton niveau ne suffira pas parce qu'il y a meilleur que toi, ou parce qu'il y a des joueurs qui seront pris avant toi, et parce qu'il y a un nombre de joueurs importants au stade toulousain dans la formation. Il faut savoir aussi en partir pour pouvoir réussir. Et je crois que ça a été démontré. Je pense à Julien Candelon, je pense à plein de joueurs qui ont fait quelques matchs en pro et qui ont réussi ailleurs. Aujourd'hui, les deux joueurs qui sont à Clermont, les deux centres ailiers sont partis du stade en ayant fait plein de matchs avant, c'est sûr. Mais pour s'y installer sur la durée, je crois qu'il faut faire partie vraiment de l'élite. Ça, c'est sûr. Tu parles de Pierre Fouissac et de Lucas Tozin qui ont signé à Clermont pour du temps de jeu, alors que, comme tu l'as dit, ils ont plus de 25 ans, ils sont déjà installés dans le rugby pro. C'était pas ton cas quand tu quittes le Stade Toulousain pour le Non. CABB.
Euh, Est-ce que tu nous en as un peu parlé, hein, il y a le fait de trouver des études qui correspondent peut-être un peu mieux, et puis il y a surtout le fait de gagner du temps de jeu. Pourtant, pour la première fois, tu vas quitter le giron toulousain, la sphère gersoise, et tu vas même carrément quitter la région pour t'expatrier plus à l'ouest, très très loin, Bordeaux. Comment ça se passe de quitter l'île Jourdain, en tout cas de pas y retourner tous les week-ends, quoi. Ouais, ça m'a jamais vraiment fait peur. Et je crois que c'est là aussi le cadre familial qui m'a permis ça. En fait, je voulais pas partir du Stade Toulousain. J'ai vraiment ce souvenir-là. Même quand Claude m'en a parlé, et je crois que là, ma mère a pris la décision pour moi. Bizarrement, on est parti à Biscarrosse en vacances, et bizarrement, il y avait une visite de Bordeaux et du centre de formation dans les vacances. C'est bizarre. C'est fou, C'était un truc bizarre. C'est quel tombé pile poil hasard. à ce moment-là dans le planning. Et je crois que c'est la rencontre aussi avec Michel Maillet, qui est un des grands artisans de la formation à Bègle, qui m'a permis de comprendre que j'allais retrouver et trouver en tout cas un cadre familial, un cadre, je dirais, serein de développement avec un centre de formation. Ils étaient en avance à cette époque-là. Ils avaient créé le centre de formation à côté sur le stade André Moga avec des appartements dédiés, des chambres étudiantes pour chacun de nous. Et on avait vraiment un cadre d'évolution très sécuritaire en fait, et qui était finalement hyper sécuritaire aussi pour les parents, rassurant. Et puis les études à côté qui nous étaient proposées pour pouvoir intégrer le centre de formation étaient cohérentes. Donc on avait tout un cadre qui a été mis en place pour qu'on ait à la fois la possibilité de se développer sportivement, mais surtout en tant que personne sur la partie études. Moi, j'ai eu la chance de mener un IUT mesures physiques chimie à Bordeaux en 3 ans au lieu de deux, aménagé, puis derrière de rentrer dans une licence. Donc voilà, les études m'ont toujours accompagné dans ma formation rugby et ont toujours été un exutoire important et de permettre aussi d'être toujours connecté à la réalité. Je crois que c'est important et c'est ce qui peut-être fait défaut un petit peu à certains jeunes aujourd'hui. Tu parles de la réalité, elle va aussi frapper à la porte du CAPB, puisque tu vas connaître la période des soucis financiers du Ouais. club bordelais. J'imagine que quand on est gosse, parce que à l'époque, tu étais tout jeune, ça doit quand même être un peu pesant de te dire, merde, j'ai signé dans un club et ça se trouve, il va disparaître. Bah, c'était angoissant parce qu'en fait, on parlait pas de problèmes financiers pour nos salaires, puisqu'à l'époque, on en touchait peu ou pas quand on était Ouais, jeune. c'était plutôt calme, quoi. Ouais, C'était pas et puis débordé par l'argent. on nous mettait des cordons bleus et des pâtes à manger, donc on était contents. Au centre de formation, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, c'était l'aspect sportif qui nous inquiétait, c'était de devoir se battre pour se maintenir et qu'au final, on descende pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Et ça 2 années consécutives, puisqu'on quitte le top 16 pour le Pro D2 et le Pro D2 pour le club qui va pour le coup péricliter en National 1 et après couler encore un peu plus bas pour connaître la fusion derrière avec l'UBB, enfin en tout cas la fusion UBV avec le Stade Bordelais. Mais ouais, c'était difficile, c'était une prise de conscience aussi que notre monde était assez fragile. Et en même temps, se dire que notre performance, et ça je l'ai compris bien plus tard, ne dépendait que de nous. J'ai eu la chance à ce moment-là de m'appuyer sur le fait et la volonté de devoir être performant le week-end sur le terrain et de pas être trop perturbé par un problème de vie, de finances, puisque comme je le dis, j'étais encadré au centre de formation, tout était pris en charge, donc ça permettait quand même d'avoir un côté serein au quotidien quand même. Tu vas avoir du temps de jeu à Bordeaux, mais à l'issue de la deuxième descente, toi, tu vas rebondir à Limoges, qui, eux, font l'ascenseur entre la Pro D2 et, à l'époque, la Fédérale 1. Ouais. Euh, Si je prends la photographie, c'est un peu compliqué parce que tu as 24 ans, tu peines à réellement t'imposer dans un club, tu as déjà connu trois équipes en 5 ans, tu as connu des soucis financiers, Toulouse t'a dit que, bon, pour ton développement personnel, ce serait mieux de partir, tu arrives à Limoges où la vie est pas forcément la plus rayonnante possible pour un Ah, c'est gamin pas le premier endroit où on a envie d'aller quand t'as 19 ans, quoi. Ouais, voilà, Il y a c'est ça. 20 ans. Je dois Est-ce avoir, à que ce moment-là, je dois avoir 22 ans, 23 c'était ans, ça, 22. 23, je crois, ouais. Et Est-ce en qu'à un fait, moment, tu as douté? Est-ce que tu as douté, tu t'es dit, ouais, ça va être ouais, compliqué?
Ouais, moi, je vais y venir juste après, mais d'abord, pourquoi Limoges et avec le recul, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, mais sur le cadre humain, mais aussi sur le cadre des études, mais sur le cadre sportif, en fait, je dois signer à La Rochelle. Je viens à La Rochelle et je rencontre Serge et sur un problème, ça doit se faire, ça traîne un peu, on est vers le mai, quelque chose comme ça. Et puis moi, je m'en vais en vacances avec un pote à moi de Bègle, là, on part au Brésil. Et un jour sur une plage avec cachaça à la main à la fraise, j'ai un coup de téléphone de mon agent à l'époque et il me dit bon ben à La Rochelle ça se fera pas, ils ont un problème de contrat, ils ont choisi un autre joueur et maintenant ils sont coincés, donc ils peuvent pas y aller. J'ai dit on est le 18 juin, les transferts se terminent dans 9 jours, 10 jours, qu'est-ce qu'on fait quoi? Là j'ai vu mon côté, ma carrière se mettre en pause en fait. Il Mm. me dit aujourd'hui j'ai Limoges, ils m'ont de fédéral 1, j'ai que ça, faut que tu y ailles. J'ai dit attends Limoges, je dis c'est où ça? Je regarde, je dis mais attends mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Limoges? C'est quoi le truc? Il me dit écoute tu rentres la semaine prochaine, le lendemain de ton retour c'est direct Limoges et on rencontre le club et il faut que tu signes là-bas au moins un an. Je l'écoute, grand bien m'en a fait. J'ai rencontré plein de gens humainement dans une valeur incroyable, un club qui avait la volonté d'essayer de toucher au monde professionnel avec ses contraintes, avec ses problèmes financiers là aussi, puisqu'on aura des problèmes financiers dans l'année. Les troisièmes pour moi, jamais 203. Et dans ma tête, l'impression de me dire putain, mais en fait c'est moi le chat noir, quoi. Et ça m'a pas quitté, ça m'a pas quitté. Mais mon objectif était toujours d'être performant sur le terrain. J'ai toujours eu cet objectif-là, cette ambition de réussir. Et en fait, on joue un match contre La Rochelle sous la neige, diffusé sur France 3. Et je fais marquer 2 essais et j'en marque 2, je crois. Et le lendemain ou la semaine d'après, puis Serge me rappelle en me disant, on s'est trompé, il faut que tu viennes à La Rochelle. J'ai mis du temps à le rappeler, beaucoup, je crois, parce que je lui en voulais un petit peu. Et puis, voyant les résultats de Limoges ne pas aller dans le bon sens, on s'est finalement rencontrés au mois de mars-avril. Et je signe à La Rochelle en rebondissant comme ça. 7 ans de carrière à La Rochelle. Voilà. L'idée a quand même toujours été dans ma tête sur la question du chat noir, notamment les premières années. La première année à La Rochelle où on finit à 13e, je crois, ou 14e sur 16 du Pro D2. Donc forcément, ça m'a perturbé quelques années, mais j'avais à cœur de démontrer que c'était pas le cas. Ah, justement, ton transfert à La Rochelle, tu l'as évoqué. Mias Uturi, puis Mias Dari Carrère. C'est la première fois que des coachs vont te faire une confiance totale, puisque tu vas jouer beaucoup, beaucoup et très vite. Comment tu la gagnes, cette confiance? C'est parce que justement, avec Limoges, tu as montré des choses sur le terrain que jusqu'à présent, tu n'avais pas eu la chance de montrer, ou c'est aussi un concours de circonstances, une relation, un regard, un truc spécial avec ces coachs-là? Ouais, c'est un peu des deux. Je crois que Serge a été euh, l'artisan numéro un de ce qu'est le Stade Rochelet aujourd'hui. J'en suis même convaincu. Il l'a été d'une manière peut-être un peu folle à l'époque, qui aurait pu paraître folle. Et c'est là tout le mérite qu'on peut accorder à Vincent Merlin de lui avoir donné cette confiance-là. Il a créé, l'année où j'arrive, je crois qu'on est 28 nouveaux joueurs. C'est énormissime. Ah, il n'y a pas toute l'équipe. J'allais l'évoquer parce que tu arrives avec Carmi, Léo Poulou, Gérald Ouais. Merceron, et puis il y a quand même un groupe un peu solide hein, avec Ferrou, Jeb, Jacob et Mort parmi les cadres. Là, je crois qu'ils sont une dizaine à douzaine à rester et Ouais, on c'est est ça. entre 25 et 28 mecs, nouveaux mecs à venir, dont Gérald, dont Carmi, dont des Léopoldou, dont des mecs qui vont faire ces années-là ensemble en fait. Et on s'aperçoit que finalement Serge a construit une équipe jeune où il parie sur l'évolution des mecs et où il va se créer son ossature de personnes qui vont le suivre. Et pour répondre à ta question, bien évidemment que c'est une relation entre joueurs, mais c'est aussi une relation avec le staff. Et on jouait clairement pour lui ou contre lui à des moments parce qu'il avait ce levier-là
très piquant, d'être dans le levier de l'ego par moment, mais c'était utile et c'était aussi ce qu'on avait envie de lui rendre. Et je crois que chacun d'entre nous, pourquoi ce groupe-là est aussi soudé, pourquoi ce groupe-là, 15 ans après, après la montée, a encore envie de se retrouver, pourquoi ce groupe-là se dit ami pour la vie, parce qu'il a été soudé par ces valeurs-là et qu'on a grandi dans notre carrière, dans notre évolution de joueurs de rugby et d'hommes ensemble, et il a été le ciment de ça, et le Stade Rocher lui a permis de créer ça. Sur cette équipe, on en parle, tu parles du coach, tu parles évidemment de l'effectif, mais il y a aussi la vie en dehors du terrain parce que bon, je connais un peu la ville. La Rochelle et le rugby, c'est une relation franchement spéciale. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France. Ça aussi, tu t'en nourris ou au départ, tu le sais pas du tout? Non, au départ, je trouve un cadre proche de l'océan, mais je sais pas trop comment est le club. On le comprend vite la première année avec les supporters, mais surtout la deuxième et la finale aussi en 2007. Donc c'est la finale de 2007 aussi avec Dax. Et là, on comprend la ferveur qui se déclenche. Là, on comprend le basculement et on comprend qu'on est dans une ville et dans une région supportrice en fait. Ils sont pas là pour le rugby, ils sont là pour le club, ils sont là pour leur identité, ils sont là pour le Stade Rochelet, pour les jaunes et noirs, pour les bagnards, pour les joueurs. Et chaque moment passé en ville avec eux est un moment de partage. Il y en aura beaucoup en soirée, mais aussi la journée. Et ça, c'était important parce qu'on était soudés aujourd'hui encore. Hein. Je vis à La Rochelle maintenant. Je suis revenu sur La Rochelle depuis 2 ans. Aujourd'hui encore, j'ai énormément de gens qui m'accostent dans la rue et qui se souviennent et qui me disent qu'est-ce que c'était bien, comment c'était. Cette proximité joueur, staff, club était un rugby qui permettait aussi de développer des valeurs et une dynamique, une énergie autour du club qui était nécessaire et importante. Et puis qui était structurante, hein, je vais pas jouer les vieux cons en disant que c'était mieux avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce partage est peut-être un peu plus délicat et pas forcément évident parce que les joueurs qui viennent au Stade Rochelet sont déjà des stars, ce qui était heureusement pas vraiment votre cas, hein. Vous êtes devenus des vedettes, mais à l'époque, le club primait surtout et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'identité, faut rappeler quand même que, en dépit de tout l'amour que je porte pour cette ville, il n'y a pas grand-chose à La Rochelle à part le Stade Rochelet en termes sportifs. Il y a le basket qui a réussi oui, qui a réussi à apparaître un peu ces derniers temps, mais c'est vrai que à part de Flandre, il n'y avait pas de rendez-vous immense pour le sport et beaucoup de gens se sont retrouvés autour de ça. Petite parenthèse, toi, tu vas vivre un truc de fou à l'intersaison entre ta première et ta deuxième saison à La Rochelle, si je dis pas de bêtises. C'est que tu vas partir en Nouvelle-Zélande. Si je dis pas de conneries, tu vas carrément t'entraîner avec les Blacks. C'est quoi cette histoire? Ouais. C'est un coup familial. Je perds ma maman en janvier 2006. Et je pense que toutes les épreuves vécues avant avec les clubs, plus celle-ci qui se rajoute, je rentre à La Rochelle quelques jours après l'enterrement et je vois Serge avec qui j'avais une relation très proche. Serge était quelqu'un de très important dans ma carrière et il est toujours d'ailleurs. Je lui dis, j'avais coutume de discuter beaucoup avec lui et je lui dis Serge, je vais partir. Je vais partir à l'intersaison, j'ai besoin de prendre l'air et je me discutais avec mon agent, il me propose d'aller en Nouvelle-Zélande pendant 2 mois, jouer dans un club. Et j'ai dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de voir autre chose. Et puis, ça a duré 10 secondes. Il s'assoit en face de moi, il me dit, c'est une idée géniale, j'aurais vraiment voulu le faire quand j'étais joueur. Il n'y a aucun problème. Par contre, je te demande qu'une chose, c'est que tu reviennes pour jouer à la prochaine intersaison. Donc, il fallait me libérer de mon contrat et que je re-signe un nouveau contrat pour redémarrer, puisque pour le transfert de licence, je ne pouvais pas être en contrat en Oui. France. Et là aussi, le club a été exceptionnel. Ils m'ont laissé faire. Je pars derrière le dernier match de la saison 2006. Et je pars 2 mois en Nouvelle-Zélande, où je suis accueilli dans un pays où je pensais connaître la langue, et pas du tout. Pas facile Et, l'accent néerlandais. ah ouais, non, mais même l'anglais tout court, je pensais parler anglais, mais non. Et donc, les premières semaines vont être un calvaire. Je me souviens des 7, 10 premiers jours, je comprends rien sur le terrain, je comprends rien en dehors du terrain.
Au bout de 7 jours, je me dis, bah, je vais rentrer, en fait, c'est pas possible. Et je sais pas, tout le monde dit que c'est comme ça que ça se passe à l'étranger quand on y reste un petit peu de temps, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, il y a un déclic qui se fait. Il y a aussi l'affinité qui se fait avec les mecs qui s'occupent un peu de moi, qui viennent, le coach, les joueurs, le partage avec eux, l'effort qu'ils font. Puis je commence à comprendre un peu plus de choses. Puis les soirées, puis les filles, ça aide dans la langue, à discuter, machin, etc. Donc voilà. Puis je marque mon premier essai, puis je marque mon deuxième essai, et puis c'est parti. Et puis c'est parti, et cette expérience-là va m'amener à faire. Les Blacks ont une coutume, c'est que quand ils sont sur Auckland, je ne sais pas s'ils le font encore, en tout cas à l'époque c'est ce qu'ils faisaient, ils préparaient les tests, c'était pour les tests contre les Irlandais qu'ils font tout le temps. Ils préparaient les tests notamment contre des sélections de meilleurs jeunes de toute la banlieue d'Auckland. Donc à Auckland, il y a 7 ou 8 clubs. Moi, je jouais dans l'un d'entre eux. Et on me dit, bah, ça serait bien que tu fasses partie de cette sélection. Ah, évidemment, j'ai pas dit non. J'ai dit bah, avec plaisir. Et j'ai passé 2 jours avec eux, 2 jours à me confronter à eux. Et j'ai vu le décalage. J'ai ressenti le décalage, la vitesse, la qualité technique, la différence de travail. Ils avaient un temps d'avance sur nous qui était incroyable. Et je me suis nourri de ça. Je me suis aussi resitué dans mon niveau pour me permettre de comprendre quel était mon niveau et où je pouvais encore aller. Et ça m'a énormément servi, je pense, pour les années d'après. Ça m'a permis de comprendre le travail qu'il fallait fournir et les investissements qu'il fallait mettre. C'est une super expérience. Je me souviendrai toujours à l'époque, c'était Rico Gear, donc le frère de de celui CA. qui a joué il y a pas longtemps. Ouais. Voilà, de ça, McDonald's, voilà, il y avait des mecs de grande qualité qui étaient hyper abordables, et ça m'a permis de vraiment comprendre le niveau international là où il était et qu'est-ce qu'il fallait bosser. Si je dis pas de bêtises, cette génération, je vérifie en même temps parce qu'il n'y a pas de secret pour les auditeurs. Je connais pas toutes les compos, mais si je dis pas de conneries, je crois que c'est Dougolette, Rocco Socco, Sivivatu, cette génération-là. C'est peut-être pas eux qui étaient là sur les entraînements, mais les années 2006, c'était ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Franco Socco, c'est sûr. Pas mal quand même. C'est pas des bons petits joueurs quand même. Mais, je me perds le nom, mais il y avait cet arrière grand, blond, il jouait en 15 et à l'aile, que j'aimais beaucoup, qui était énorme sur l'aérien. Il travaillait Wilson? déjà là. Comment tu dis? Non. Non, mais Wilson, il était. Non, Non, Cullen? pas Will. Non, non, non. Ils avaient déjà une temps d'avance sur l'aérien. Ils travaillaient énormément avec les sports de combat, sur le positionnement de la jambe, dans le contact, en l'air, etc. Ils avaient ce catching à 2 mains qu'on a eu, mais très tard en France, finalement, beaucoup plus tard. Non, ils étaient un temps d'avance sur nous à cette époque-là. Peut-être moins maintenant, je sais pas. Mais en tout cas, c'était Oh, intéressant. ouais, et puis j'imagine que te frotter à ce qui se fait de mieux au monde, c'est toujours ultra positif, hein. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de me frotter au plus haut niveau en Île-de-France, hein. Je rigole. J'ai énormément progressé. D'un point de vue personnel, donc Euh, tu vas. c'est Comment? toujours le même principe. C'est toujours le même principe de dire si tu te frottes au plus haut niveau, ça doit te permettre de savoir tout le travail que tu as à faire encore Ah oui. si tu es à ce niveau-là. Et ça, je trouve ça hyper enrichissant parce que ça permet de se fixer des objectifs de moyens et pour atteindre un but qui est un résultat. Et ça, je l'ai compris bien plus tard, mais c'est ce schéma-là que ça m'a permis de faire en fait, ce travail-là. D'un point de vue personnel, hein, tu vas revenir donc évidemment de Nouvelle-Zélande, re-signer au Stade Rochelet pour connaître une ribambelle d'émotions très différentes, puisque tu vas connaître des tas de choses avec le Stade Rochelet, à commencer par une finale d'accession perdue face à Dax en 2007. Tu as commencé à l'aborder, cette finale. Tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens bien. Je m'en souviens bien parce que je me blesse contre Toulon. Je prends Oui. un coup entre le tibia et le péroné. J'ai un édème important et je peux plus poser les pieds. Et donc, je m'en souviens bien parce que le doc me dit le lundi, je suis désolé Flo, tu joueras pas, c'est pas possible. Moi, je lui dis, bah si.
Tu vas voir, je vais jouer. Donc là, j'ai tout fait, tous les rebooteux, tous les trucs qui peuvent exister autour de La Rochelle, j'étais 2 heures les pattes dans l'océan tous les jours, comme il disait, pour l'eau fraîche, tout drainer, tout. Et au final, je joue la finale le dimanche, mais je la joue sur une circonstance, c'est que Seb Morel, un ami proche, se blesse à l'échauffement. J'étais remplaçant, et du coup, c'est moi qui démarre. Et cette finale, on est tout près, mais on est si loin en même temps sur cette finale. Quand on a vécu les émotions derrière, on se rend compte que on était jeunes, on manquait encore un peu de maîtrise, et on la perd pas on la perd de 6 points de mémoire. On la perd pas de beaucoup, mais comme je le dis, on est si près mais si loin. Et par contre, c'est un formidable souvenir de communion avec le public, et c'est le début de l'aventure. En fait, c'est le début de l'histoire, de l'ascension du Stade Rochelais, de cette équipe, de ce groupe et de ce lien qu'on a créé avec ce public. Les 2 saisons suivantes, là encore, va se poser la question du chat noir, puisque vous allez, je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais vous allez perdre 2 fois en demi-finale. Là encore, j'imagine que mentalement, il faut être solide pour remettre le travail sur l'établi, pour repartir au combat, alors qu'à chaque fois, en termes d'émotion, vous atteignez des sommets, hein, parce que les phases finales, c'est toujours un truc très particulier, très, très éprouvant, et surtout à l'issue avec des déceptions. Euh, Est-ce que là aussi, tu t'es mis à douter à un moment, tu t'es dit, putain, mais on va jamais monter, quoi. Non, parce que 2008, je fais une très bonne saison. Je suis meilleur Ouais, meilleur marqueur marqueur. avec Jagre, et on joue la demi-finale à Paris, au Racing, et on est face à une équipe qui est quand même qui a une densité, une solidité qui est un peu au-dessus de la nôtre, et malgré tout, on fait un très bon match. Et là encore, il nous manque pas grand-chose. Il y a des faits de jeu, des faits de match qui font qu'on passe à travers. On a un arbitre de l'époque qui nous arbitre à la Parisienne, Massiello, que j'aimais beaucoup, qui avait un franc-parler qui était parfois agaçant pour les joueurs. Et du coup, je crois qu'on n'aurait pas gagné cette finale de 2010 si on n'avait pas vécu tout ça. 2009, c'est Albi, on perd dans les arrêts de jeu. Voilà, sur une pénalité qu'on manque à la toute fin. On a ce. Tu me dis? Pour resituer, juste, tu parles d'une équipe qui était sur le papier un peu au-dessus de vous. Le Racing, c'est Locicero, Festuccia, Kodze, Oradu, Johnny Leo, Pitchot, Wisniewski, Cirelli Bobo, Thomas Lombard, Brent Ward. Voilà, sans faire offense à personne côté Rochelais, à l'époque, il n'y a aucun joueur du Stade Rochelais qui a l'expérience d'un David Oradu qui a 45 sélections avec l'équipe de France ou d'un Augustin Gérald Pitchot qui a Merceron, c'est été. tout. Oui. Et, voilà. Et Et si je dis voilà, il y a Rémi qui arrive, et c'est Rémi qui joue, je crois. exactement, c'est Ferrou Thalès, la charnière. Donc en plus, en termes d'expérience du haut niveau, bah, il n'y a aucun joueur sur la pelouse côté Rochelais qui peut répondre face à ce Racing-là. Et pourtant, tu l'as dit, défaite 23-17, 6 points qui laisse un encore. goût amer, quoi. Voilà. 6 points encore, on était abonnés aux 6 points, et on gagnera de 6 points la finale en 2010, donc il y a un signe dans tout ça, mais c'est pour dire le projet construit par Serge. Et c'est ça qui me fait aussi halluciner aujourd'hui quand je vois des présidents qui sont pressés. Les mecs prennent quand je dis les mecs, c'est les staffs prennent des projets en cours où ils doivent amener leurs pattes, leur structuration, mais ils doivent aussi restructurer certainement une équipe, la mettre en adaptation, et on leur demande de le faire en 2 ans. Mais c'est impossible, ou alors c'est le fruit d'une opportunité qui est infime en fait. Mais Et à la il chance, faut c'est pas. croire que ce sport n'est que de la technique, et que de la rapidité. C'est de l'humain, et c'est de la. On ne peut pas jouer au rugby si on n'a pas l'humain, si on n'a pas le groupe. Il y a des stats qui sortent aujourd'hui. Je crois que l'équipe de France s'en sert. Les équipes championnes du monde et celles qui gagnent le plus de titres sont celles qui ont le plus joué et passé de temps ensemble. Et, Ouais, et nous, c'est ce qu'on a créé finalement. Et on a créé aussi des émotions à travers l'échec, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas à travers la défaite. Et chaque fois de y être, mais d'être si près, mais pas toucher du doigt cette finale, ou en tout cas pas la retoucher. On n'a jamais douté, mais on a eu quand même des moments où on s'est dit, effectivement, putain,
il faut recommencer, quoi. On repart de Mm. zéro. Et oui, la quatrième année, forcément, tu te dis, merde, c'est pas possible. Donc, quand la cinquième arrive, évidemment, il y a une explosion de joie et ça, c'est 2010, quoi. Et 2010, en plus, tu vas connaître quelque chose d'assez rare dans une carrière, dans une vie de rugbyman, peu importe le niveau, c'est qu'on est le 23 mai 2010 et face au Loup sur une pelouse à Brive, je crois, caniculaire. C'est horrible. Tu marques l'essai de la gagne. C'est un truc quand même assez particulier, surtout quand tu es ailier. Ouais, Euh, ça c'est marque quoi une le carrière. sentiment? Ça marque une carrière. Ce jour-là, j'avais des frissons rien que de t'écouter le dire. Il y a tout, il y a tout. Il y a le scénario de match, il y a la mi-temps avec Serge, il y a la reprise de cette seconde mi-temps, il y a l'essai de Benji, et il y a cet essai qui nous délivre, il y a cet essai qui nous fait gagner le match, qui nous fait monter en top 14. Sur le moment, il n'y a pas de vraie prise de réalité de conscience, c'est l'après en fait qui te met dans cette conscience-là, et c'est 15 ans après. 15 ans après, j'ai des gens qui m'en parlent, 15 ans après, j'ai des gens qui se souviennent, et c'est l'émotion que ça génère en fait à tout un stade, toute une ville, et c'est ça qui est le plus gratifiant, je crois. Voilà, il y a que des bons souvenirs sur cette action et surtout ça permet de marquer oui une carrière et certainement une identité aussi parce qu'il y a de la rage dans cette action et il y a beaucoup de choses. On va condenser un peu la fin de ta carrière, puisque après cette remontée dans l'élite, 9 ans après pour La Rochelle, tu vas aussi connaître la redescente. Tu vas faire une saison supplémentaire en Pro D2, puis quitter le Stade Rochelet pour le FCG. Là aussi, charmante région, un des plus beaux stades de France, avec le Stade des Alpes, qui est juste un écrin merveilleux. Ma dernière question, Flo, c'est la même, celle que je pose à tous mes invités. Au final, quand on se retourne sur ce que tu as accompli, tu as disputé quasiment 200 matchs pro, plus de 10 ans au plus haut niveau, tu as été international universitaire. Tu es encore à ce jour, je ne sais pas si tu le sais, mais le meilleur marqueur d'essai de l'histoire du Stade Rochelet version professionnelle. Ma question est donc toute simple. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Oui, je suis très fier et surtout du parcours. C'est un parcours qui est atypique, c'est un parcours qui est un peu hors cadre déjà pour l'époque. Et je suis fier de l'avoir accompli j'ai vraiment aucun regret. Chacun de mes décisions m'ont permis de rencontrer des gens qui m'ont permis d'aller plus loin et plus haut. Le passage à Limoges, Bègles, le Stade Toulousain avant. J'ai des gens en tête qui me reviennent et où je peux raconter Claude Debat, Pierre Bondouy. J'ai des personnes, comme je l'ai dit, Michel Maillet, Serge Mias, Vincent Merlin, Franck Corillon à Grenoble. Voilà, toutes ces personnes-là, elles ont énormément compté dans ma carrière et elles ont fait de moi ce que je suis aussi comme homme aujourd'hui. Et elles ont fait de moi ce que je suis comme entraîneur surtout. J'ai puisé en elles toute leur force et ça m'a servi. Donc je suis fier pour ça parce que sans ce parcours-là, ben, je serais pas là où je suis aujourd'hui et ce que j'aime faire et mon métier aussi à côté. Donc voilà, donc tout ça c'est qui je suis et donc j'ai aucun regret. Bien au contraire, je suis très content d'avoir partagé tous ces moments avec à la fois les joueurs, le staff et les journalistes parce que vous en faites aussi partie et bien sûr les supporters. Ouais, pour les journalistes, on a une toute petite part de participation plus ou moins complaisante, plus ou moins bonne aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des cadors, hein, et malheureusement, dans la Non, c'est sûr, métier. mais il faut savoir s'en servir. Oui, t'as raison. Le journaliste parfois met de l'eau à ton moulin pour démarrer le match d'après, ça m'a servi quelquefois. Flo, merci beaucoup de m'avoir consacré du temps pour cet épisode de Rugby Brut et je te Moi, remercie. ouais, merci beaucoup à toi, c'est très agréable et bonne continuation sur ce format, c'est cool, ça a l'air top. Allez, super. À bientôt, Flo. Merci beaucoup. Voilà, c'était Rugby Brut avec Flo Ninard. J'espère que vous avez aimé sa philosophie, que comme moi, vous partagez au moins en partie sa manière d'appréhender la vie et puis les souvenirs. Comme je suis lâche, moi j'ai pas osé lui dire que son essai en finale face à Lyon m'avait foutu les larmes aux yeux. La passion, ça vous fait souvent du mal et puis parfois ça vous remplit les yeux. Alors n'oubliez pas de votre côté que chaque vendredi je publie un nouvel épisode et pour ne rien louper de Rugby Brut, abonnez-vous. Allez, à très vite pour un nouveau numéro.